Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades de la seconde heure, bonsoir à vous Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro, bonsoir. Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Ancien magistrat, bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir monsieur. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous allez passer quelques temps avec nous sur un thème qui est celui qui a dominé la semaine, l'antisémitisme en France, ce fléau qui continue à progresser. On a vu la ministre Aurore Bergé monter au créneau dans l'hémicycle hier en s'adressant aux députés de la France Insoumise, que c'était eux, LFI, 3 lettres, aujourd'hui qui portent l'antisémitisme en France. On a ce soir une grande réunion, une grande conférence au Dôme de Paris, 4000 personnes réunies ce soir pour dire non à l'islamisme en France. La question est simple, Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que ces interpellations, qu'est-ce que cette réunion qui rassemble 4000 personnes ce soir, dont Manuel Valls et Bruno Retailleau, qu'est-ce que ça peut donner ? Écoutez, il est bien que cette mobilisation ait lieu. Ça peut nous éclairer parce que très longtemps, on n'a pas voulu voir, ou disons un grand nombre de gens, de faiseurs d'opinion, ont fermé les yeux sur la montée de l'islamisme, le communautarisme qui sévit dans les territoires perdus de la République depuis longtemps. J'y reviendrai. Mais là, il faut citer, je le fais de mémoire, donc j'espère y arriver, Salman Rushdie. Un phénomène nouveau était en train de se produire. La montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait sur la surface de la Terre. Personne ne voulait en convenir. Un mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles. Islamophobie. Voilà. On n'a pas voulu voir les dangers de l'islamisme parce que il s'agissait avant tout de ne pas alimenter le sentiment anti-musulman, l'islamophobie. Un antiracisme idéologique est aujourd'hui très présent en France. L'antiracisme est un principe essentiel. L'antiracisme idéologique, c'est autre chose. Ce n'est plus de la morale, c'est une explication totale du monde. Comme l'a été un moment, pour certains, le marxisme. L'affaire Dreyfus éclate. Jules Guesde, et la plupart des socialistes avec lui, ne veulent pas prendre parti pour Dreyfus parce que c'est un bourgeois, et la classe bourgeoise ne peut pas s'acharner contre un bourgeois. C'est contraire à ce système d'explication, c'est contraire à ce qu'on appelle, dans la novlangue, au narratif. C'est contraire au narratif marxiste. Donc on ne veut pas le voir. Avec l'antiracisme idéologique, c'est la même chose. Le racisme vient de l'Occident, vient des Blancs. Toute autre forme de xénophobie, d'hostilité et de haine n'existe pas. Il y a le monde des victimes et le monde des dominants. Et c'est comme ça que, et c'est une idéologie beaucoup plus présente et prégnante que ne l'était le marxisme, même dans sa grande période, parce que c'est là, dans nombre de médias qu'on appellerait mainstream. Donc, et alors, il y a des faits qu'on ne veut pas. Moi, je citais tout à l'heure les territoires perdus de la République. Souvenez-vous, 2002, Georges Bensoussan rassemble des témoignages accablants de professeurs dans l'Essonne et ailleurs. Et que nous montre-t-il, justement? La montée du communautarisme islamique, et la montée de l'antisémitisme, et aussi du sentiment anti-français. Mais c'est très intéressant. Ce sont des professeurs, ce ne sont pas des journalistes. C'était à eux de faire ce métier. Et en 2012, Georges Bensoussan réunit une conférence de presse pour faire le bilan, dit les territoires perdus de la République, 10 ans après.
j'y vais, d'autres y vont. Aucun journaliste ne s'y montre. Aucun journaliste. Parce que ils sont, pour un grand nombre d'entre eux, possédés par ce grand récit, justement antiraciste, et donc ils écartent les faits qui contreviennent à leur belle histoire. Au lieu justement de se faire les rapporteurs, les petits rapporteurs des faits vrais, ils ont tendance à les écarter. Donc, je suis heureux qu'un tel rassemblement ait lieu, parce que, voilà, ça va jeter la lumière sur un phénomène extrêmement inquiétant. Mais il y a 2 jours seulement, Manuel Valls, vous me dites qu'il participe à cette réunion, a dit... Avec Bruno Retailleau. Avec Bruno Retailleau, a dit que l'antisémitisme venait aujourd'hui surtout du monde arabo-musulman. Un député écologiste avocat a annoncé à la radio qu'il allait porter plainte pour un jeu racial. Alors que quand on dit qu'il y a un antisémitisme chrétien ou un antisémitisme européen, ça ne met pas en cause tous les chrétiens ou tous les Européens. Donc, le localiser là, alors que ça se voit, ça paraît tout à fait normal, tout à fait légitime. Mais voilà où on en est. C'est-à-dire que la gauche française, quand elle n'est pas odieuse, est complètement idiote. Et je le dis, je suis très attristé de ce constat, comme était attristé Jacques Julliard, qui n'était pas précisément de droite. Gilles Boutin a une question pour vous, du Figaro. Monsieur Finkielkraut, pour prolonger sur ce que vous disiez, donc dans la gauche, lors des dernières manifestations, soit en soutien de Boualem Sansal, soit lors de cette conférence contre l'antisémitisme dont nous parlons, donc la grande partie de la gauche brille par son absence. On explique souvent très rapidement que la gauche a choisi la population arabo-musulmane comme les nouveaux damnés de la terre. Bon, ça c'est pour l'explication un peu rapide. Est-ce que vous, en surplomb, en quelques mots, vous êtes capable d'historiciser ce basculement? C'est-à-dire que la gauche, c'est quand même celle qui se positionnait contre les religions originellement. Et là, que s'est-il passé pour avoir de telles accointances avec la cause palestinienne, la cause algérienne, la défense systématique? Alors, il ne faut pas sous-estimer la part du clientélisme. C'est effectivement l'explication qui vient le plus vite à l'esprit. Mais quand Jean-Luc Mélenchon salue la Nouvelle-France, c'est clair. Pour lui, il y a, d'ailleurs il utilise le terme, un grand remplacement, et il se frotte les mains parce que ce grand remplacement va le porter au pouvoir. Et il s'inquiète encore de la trop grande présence des Français de souche, ou des Français d'origine française. Il dit, moins il y en aura, mieux c'est pour nous. Bon, ça c'est absolument clair, et c'est terrible. Mais le phénomène que vous pointez tient justement à cette nouvelle idéologie. Hannah Arendt disait, l'idéologie, comme son nom l'indique, c'est la logique d'une idée. L'idée, aujourd'hui, dominante, si j'ose dire, c'est justement la division du monde entre dominants et dominés. C'est l'idée woke. Alors, les woke disent qu'ils sont pas woke, que ça n'existe pas, que c'est une panique morale. Non, ça existe, c'est très fort, c'est tellement fort aux États-Unis que le résultat a été l'élection, hélas, de Trump. Et ainsi, les États-Unis sont partagés entre 2 cauchemars. Le cauchemar woke dans les universités et le cauchemar trumpiste dont on a des exemples tous les jours, notamment pour ce qui concerne l'Ukraine. Bien, et en France, cette idéologie est très répandue dans les écoles, à l'université, dans certains médias. Et pour ces... De service public, notamment. Oui, bon, je peux pas trop m'avancer là-dessus. Non, mais je le fais pour vous. Je travaille dans le service public depuis longtemps déjà. J'ai une émission sur France Culture. Bien, mais et dans ce cadre-là, eh bien, les musulmans qui viennent de pays en difficulté, qui sont parfois des réfugiés ou même des migrants économiques, sont considérés comme des dominés, comme des victimes. Et à cet égard, ils méritent toute la sympathie de cette gauche, quoi qu'il arrive. Et alors c'est vrai,
cette gauche en vient à soutenir, par exemple, l'abaya. C'est la France insoumise et pas seulement la France insoumise. Quand Gabriel Attal, en vertu justement de la loi sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, veut interdire l'abaya, c'est toute une partie de la gauche qui proteste comme si ce n'était plus un signe religieux, mais un emblème des damnés de la terre. Donc voilà, à mon avis, le sens philosophique ou humanitaire de cet engagement. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'humanitarisme et le cynisme électoral se rejoignent. Vous voulez dire qu'il y a eu une mutation finalement de la logique intrinsèque à la gauche, c'est-à-dire la systématisation des rapports, et donc ça a muté sur un autre objet non plus social, mais sociétal. Sociétal. Oui. Donc on est toujours dans une forme de cohérence, c'est ça que vous voulez dire. Oui, il y a une cohérence, mais en même temps, c'est regrettable. Je citais Julliard tout à l'heure, un homme vraiment né à gauche, qui a incarné la deuxième gauche, qui a été longtemps éditorialiste ou observateur, qui a fait ses dernières années de journalisme au Figaro, parce que c'est le Figaro qui lui a donné asile, pas le monde. Eh bien, Julliard disait, écoutez, la gauche, c'était la laïcité. C'était pas du tout un thème de droite, pas du tout. Parce que les gens dits de droite, ils aimaient bien mettre leurs enfants dans l'enseignement libre. La laïcité, ça leur faisait un peu peur. La gauche, c'était l'école. L'école, la méritocratie. Or, la méritocratie, aujourd'hui, est critiquée à gauche au nom de l'égalité. La gauche, c'était la République. La gauche, c'était tout ça. Et tous ces principes ont été abandonnés les uns après les autres par la gauche. Et même la gauche social-démocrate n'est pas capable aujourd'hui de les ressaisir. Et pour moi, je dois dire que c'est un véritable crève-cœur. Mais est-ce que c'est définitif ? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. La droite qui occupe ce terrain-là, et il faut le constater, et moi, je me réjouis que cette droite reprenne du poil de la bête, parce que je crois que le en même temps, c'est complètement épuisé. L'opposition gauche-droite garde son sens, et je préfère une droite forte à l'aventurisme que serait l'élection d'un candidat ou d'une candidate du Rassemblement national. Ce n'est pas l'extrême droite fascisante que certains dénoncent. Mathieu Bocoté parle souvent à bon escient de l'extrême droitisation comme procédé justement rhétorique. Il n'empêche, je crois que sur les questions économiques, sur les questions internationales, cette droite n'est vraiment cette droite de la droite n'est pas raisonnable. Donc que la droite se saisisse des sujets que la gauche abandonne, c'est très bien. D'autant plus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un pour traiter ces questions comme elles le méritent. Et c'est justement Bruno Retailleau qui, cette semaine, sur notre antenne, disait que l'islamisme d'aujourd'hui se comportait comme le fascisme d'hier. 65% des Français sont d'accord avec cette déclaration du ministre de l'Intérieur. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. On va marquer une pause. Georges Fenech va vous poser des questions, bien sûr. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie d'Alain Finkielkraut avec Gilles Boutin et Georges Fenech qui vous pose la question suivante. Georges. Oui, Alain Finkielkraut, vous avez répondu au début de votre propos en vous félicitant finalement que ce meeting contre l'islamisme ait lieu. C'est déjà un point important. Mais après, d'ailleurs, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un meeting contre l'islamisme en France. C'est le cas. C'est le cas. Hein. Mais après, quels seraient pour vous les moyens de lutter contre un courant religieux politique qu'on n'a pas le droit constitutionnellement de défaire? Liberté de conscience. Donc, comment vous préservez... Exactement. Comment vous préservez les principes républicains? D'ailleurs, c'est le meeting, le titre de ce soir, hein, c'est pour la République contre l'islamisme. Alors qu'on a déjà voté, souvenez-vous, en 2021, une loi pour renforcer les principes républicains, dite loi contre le séparatisme. J'ai pas l'impression que ça a eu beaucoup d'incidence sur l'avancée d'un islamisme fondamentaliste et qui a des visées politiques. Alors, comment vous voyez-vous les moyens de lutter contre cette idéologie? Écoutez,
je n'ai pas évidemment de remède magique. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Je crois d'abord qu'il faut réaffirmer les principes et les appliquer, c'est-à-dire à l'école, bien sûr, dans le sport. Il est très bien que dans le sport, on ait réagi. Sur le voile, notamment. Vigueur, sur le voile, qui représente une forme d'entrisme et qui, rappelons-le toujours, est une forme d'oppression de la femme. En plus, c'est terrible, le voile. Pourquoi les femmes doivent être voilées? Parce que si elles ne le sont pas, elles suscitent la convoitise des hommes. Il y a dans cette dissimulation des femmes, abaya, etc., voile, et pire encore burqa, une forme d'obsession sexuelle. D'obsession sexuelle, les femmes ne sont pas tout à fait des êtres humains, sinon, et si elles sont, si elles ont leurs cheveux au vent, elles risquent de déchaîner les pulsions masculines. Tout ça est profondément répugnant et n'a évidemment pas sa place en France, il faut le dire. Et alors le on le dit, mais ils sont pas nombreux à le dire. Il y a eu Maillard Monchipour, qui est un ancien boxeur, qui est monté au créneau. Est-ce qu'on a entendu d'autres sportifs? Non, il y a Teddy Riner qui a dit le contraire, et il a été repris. Non, c'est vrai. Ben, c'est-à-dire que ce qui sévit aujourd'hui, c'est une idéologie individualiste. L'individu devient, si vous voulez, le parangon, le modèle, le stade ultime de la civilisation. Et dans cette idéologie individualiste, il y a l'idée que chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes sont favorables au voile à l'école, parce qu'ils le voient comme ça. Au lieu de faire société, c'est ça? Oui, je fais ce que je veux. Moi, je viens avec des jeans troués. Toi, tu viens avec ton abaya ou ton voile. Il n'y a plus de règles. Il y a plus de règles. Et en plus, c'est un individualisme stupide, parce que ces femmes, quand même, subissent la pression du groupe, même si elles affirment que c'est leur moi qu'elle défend. Non, d'ailleurs, on le voit très bien dans ces banlieues, dans ces quartiers dits sensibles, les femmes non voilées, les gens qui ne respectent pas le ramadan sont soumis à une pression très très dure, très intense, et ces quartiers, ces territoires perdus de la République deviennent, comme l'a écrit Bernard Rougier, des territoires gagnés par l'islamisme. Voilà où nous en sommes. Alors, il y a aussi... Mais ce que dit Georges, c'est comment on fait pour les reprendre? Comment on fait pour les reprendre? Il faut d'abord le vouloir, et il faut, bien entendu, retrouver la maîtrise de l'immigration. Parce que c'est aussi une question de nombre. C'est ça. Il y a des musulmans qui veulent résister à l'islamisme, dont ils sont souvent les victimes. Mais évidemment, s'ils ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas le faire. Donc, l'immigration doit être maîtrisée. Et là, nous trouvons un problème très grave, parce que le pouvoir exécutif a en France de plus en plus les mains liées. On l'a vu avec la dernière en date des lois immigration. Elle a été presque totalement vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel sous la présidence éclairée de Laurent Fabius. Voilà aussi un des délires de la gauche, ou de ce que je devrais appeler la post-gauche. Et ça, évidemment, c'est très grave. En plus, ça peut nourrir l'exaspération et même le populisme, parce que les Français, dans leur très grande majorité, veulent un contrôle migratoire, ils veulent se sentir chez eux, et donc, c'est-à-dire pas... Est-ce qu'il n'y a pas un autre intérêt que celui d'LFI et d'autres organisations plus radicales encore, pour qu'il y ait cette immigration? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux? Il y a les patrons. Bien entendu, c'est extraordinaire comme l'humanitarisme apparent de SOS Méditerranée et le cynisme des chefs d'entreprise se rejoignent. Pour les uns et pour les autres, c'est ça l'ontologie de base. Les hommes sont interchangeables. Certains chefs d'entreprise. Mais notamment l'actuel patron du MEDEF, à la différence de son prédécesseur. Eh bien, les hommes sont interchangeables. Donc, ça, pour certains chefs d'entreprise, on peut le comprendre, on n'a rien à faire. Mais les humanitaires,
pense la même chose. L'homme n'existe que par sa persévérance dans l'être, sa culture, son enracinement, ses traditions. On n'en a rien à faire. Donc, effectivement, il faut penser cette jonction horriblement paradoxale entre le cynisme des uns et l'humanitarisme des autres. Mais pour répondre à Georges Fenech, bien entendu, il faut en passer impérativement, s'il n'est pas trop tard, par une maîtrise de l'immigration. Sinon, de toute façon, on n'y arrivera pas. Maîtrise de l'immigration, je suis entièrement d'accord. Sauf que, alors je vais paraphraser Montesquieu, le juge est la bouche de la loi. Aujourd'hui, on pourrait dire que le législateur français est devenu la bouche de la directive européenne. Comment reprendrons-nous la maîtrise de nos flux migratoires tant que nous aurons une convention européenne des droits de l'homme avec le regroupement familial, tant que nous aurons des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous empêchent finalement d'empêcher ces flux d'arriver. Et vous avez vu ce qu'a fait l'Autriche à l'instant ? Oui, mais c'est l'exception. Est-ce qu'on doit faire comme l'Autriche, dénoncer carrément la convention familiale ? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Un empilement des cours suprêmes, comme l'a très bien montré Jean-Éric Schuttel, et il y a le Conseil d'État, il y a le Conseil constitutionnel, il y a les différentes cours de justice européennes qui effectivement privent le pouvoir de son pouvoir. Et cela, d'une manière ou d'une autre, doit cesser. Voilà. Les nations en Europe doivent redevenir elles-mêmes. L'Europe doit redevenir ce qu'elle n'est plus malheureusement, une association de nations souveraines. Et cela doit passer en effet soit par une réforme de ces cours de justice, soit par un certain désistement. Je crois que d'ailleurs le Danemark l'a fait. Le Danemark l'a fait. Donc il y a cet exemple, et nul ne peut considérer que le Danemark est un pays en voie de fascisation. Ce sont des sociodémocrates qui sont au pouvoir au Danemark. Prenons exemple sur les Danois quand il est encore temps. Je voudrais qu'on écoute Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos dimanche, et est arrivée sur la table la question du racisme anti-blanc. J'habite dans un endroit dans les Yvelines avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non. C'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas. Dites-le. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. On a l'impression de découvrir l'Amérique. C'est-à-dire que oui, ça existe. On a envie de dire à cette dame et à beaucoup d'autres politiques, si ça existe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Alain Finkielkraut. Je vais répondre entre temps. J'ai sous les yeux les livres d'un sociologue, Hervé Lebras, Il n'y a pas de race blanche. Voilà le début de la 4e de couverture. Un prétendu racisme envers les Blancs sert de pierre angulaire à la croisade de l'extrême droite pour la préférence nationale et à sa manie de la victimisation. Voilà. Aujourd'hui, hélas, la sociologie, sauf exception héroïque, n'est plus une analyse de la société, mais une abrogation militante et pseudo-scientifique du monde réel. On en est là. Donc voilà, ça n'existe pas. Et j'ai même aussi il y a une plainte il y a quelques années à l'encontre d'une chanson intitulée Nique la France. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé les prévenus au motif que la notion de français de souche ne recouvre aucune réalité légale, historique ou sociologique et que les Français blancs dits de souche ne constituent pas un groupe de personnes au sens de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. On croit rêver, mais avec la magistrature. Mais au-delà de l'exaspération, Alain Finkielkraut, qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors je dis, il existe évidemment comme le montrait d'ailleurs le livre de Jean Bensoussan, dans certains territoires, un rejet, un ressentiment contre les Blancs en tant que Blancs, les bad boue, on dit. D'ailleurs, et contre les Français en tant que Français. Les deux injures les plus répandues dans ces territoires, c'est sale juif et sale français. Il faut le savoir. Une étrange communauté des destins entre les Juifs et les Français. Voilà. Les Français d'origine française. Bien. Mais la question, faut-il exactement parler de racisme ? Oui, peut-être. Mais je m'interroge parce que le racisme tel qu'on le connaît, tel qu'il a sévi et qu'il existe encore, c'était
une infériorisation des Noirs. C'est ça. Les Noirs, ils sont pas à la hauteur. Hein. C'est des primitifs. C'est ça. C'est donc une humiliation. Mais tout ça, ce sont des extrapolations. Non. Ce sont des interprétations. Mais bien sûr, le racisme, c'est le fait de raciser. Il y a une race blanche, une race jaune, une race noire. C'est une forme de rejet, une forme de ressentiment où ce type d'attitude, ce type de comportement n'a pas sa place. Alors, je discute le terme, si vous voulez, peu importe. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Il y a une hostilité générale, répandue aux Blancs en tant que Blancs. C'est absolument clair. Je m'interroge simplement, et peut-être j'ai tort, sur la pertinence du mot racisme, parce que il faut savoir faire des différences. Mais ce rejet, cette hostilité, cette haine même sont là. Elles sont très inquiétantes, et bien entendu, ceux qui ne veulent pas les voir, eh bien, ce sont les idéologues. Ça n'a pas sa place dans leur grand récit. Alain Finkielkraut est notre grand témoin de l'actualité ce soir sur Europe 1, 20h43. Les titres de l'actualité dans un instant, et on revient tout de suite. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin du Figaro, Georges Fenech et le philosophe Alain Finkielkraut qui nous fait l'amitié d'être là dans ce studio en direct sur Europe 1. On a vu ces 4000 personnes donc ce soir réunies contre l'islamisme. 1350 personnes ont défilé à Orléans en soutien à ce rabbin, le rabbin Engelberg à Orléans, qui a été agressé, tapé, frappé, mordu. Quelle a été votre réaction, Alain Finkielkraut? Bon, la réaction de la plupart des gens, la réaction de la décence commune, c'est-à-dire l'épouvante, l'horreur. Le jeune homme qui a commis cet acte s'est dit palestinien. Il s'avère qu'il est marocain, mais ça m'a fait penser à un événement qui a eu lieu à Courbevoie, il y a quelques mois, ou un an peut-être. Une fillette dit à des camarades qu'elle est de confession juive. Elle dit, tu es juive, donc tu es pour le génocide à Gaza, et elle s'est fait violer. C'était une réplique du 7 octobre. Et ça aussi, c'est une réplique du 7 octobre. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien penser, c'est que l'antisémitisme s'est désinhibé en France le 7 octobre. Il ne s'est pas désinhibé après l'intervention israélienne. Il s'est désinhibé tout de suite. Et ça continue. Donc, cet acte est d'autant plus angoissant qu'on sait qu'il n'est pas isolé. Des juifs n'osent plus porter la kippa dans la rue, ils enlèvent leur mezouza à l'entrée de leur appartement quand ils commandent un VTC, je confonds toujours avec les VTT, moi. Quand ils commandent ça va moins vite. Quand ils commandent un VTC, ils ne donnent pas leur nom, enfin bref. Mais, si vous voulez, le phénomène est très inquiétant parce que il peut s'étendre d'une manière ou d'une autre à toutes les sphères de la société. Là, j'avance peut-être sur un terrain glissant. Lequel? J'ai lu aujourd'hui un article dans le Canard enchaîné parlant de l'élection qui devait avoir lieu demain à l'Académie française. Je m'apprêtais à m'y rendre. Je n'aime plus trop aller à l'Académie depuis qu'une majorité de mes confrères a refusé de voter pour l'accession de Boualem Sansal à l'Académie. Bien, là, je voulais y aller. Haïm Corsia, le grand rabbin de France, est candidat. On pouvait très bien ne pas voter pour lui. Son œuvre peut être jugée insuffisante. Et puis, moi-même, j'ai été très choqué. Il y a quelques années, Emmanuel Macron avait fait un discours pour la commémoration de la rafle du Veldiv. Il avait incriminé exclusivement la France, comme si la France seule, et d'ailleurs il avait utilisé le terme, avait commis cette abomination. Et Paul Thibault,
dans une tribune du Figaro, lui dit non, il faut quand même pas oublier la présence allemande, même si Vichy ne doit pas s'être exonéré de ses responsabilités. Haïm Corsia avait fait une réponse à Thibault violente et même insultante pour défendre Emmanuel Macron. Donc j'avais été choqué de cela. Mais là, il s'agit de toute autre chose. Une mobilisation, c'est ce que dit le Figaro de Canard enchaîné, d'un certain nombre d'académiciens sous la houlette de Daniel Salave. Le camp laïque, tu parles, le camp laïque. Luciger a été un académicien, ça n'a gêné personne. Monseigneur d'Agen siège à l'Académie. C'est pas le camp laïque, c'est le camp de Gaza. C'est pas le moment, avec ce qui se passe à Gaza, d'élire un rabbin. Alors, bien sûr, on va pas l'agresser. On est des gens policés, on est des gens civilisés, mais on va le mettre de côté. Et donc, ce que me révèle le Canard enchaîné, c'est que l'élection a été reportée parce que 14 bulletins hostiles, marqués de croix c'est d'hostilité, étaient préparés contre les candidats, et notamment contre Haïm Corsia. Alors, j'espère que mon hypothèse est totalement délirante, mais je n'en suis pas sûr. Et cela m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire, il y aurait un vote le rabbinat en France passe un mauvais quart d'heure. C'est ça? Je ne comprends pas. Mais vous posez la question. C'est 14 bulletins noirs. Je ne comprends pas le sens de cette mobilisation et cette obligation où a été Amin Mahalouf, qui je crois soutient Haïm Corsia, de reporter l'élection. De quoi s'agit-il? Pourquoi? Dans quel monde vit-on? C'est voilà. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Peut-être s'il avait pris position avec force et rigueur contre la politique israélienne à Gaza, les choses se seraient passées autrement. Il ne l'a pas fait, semble-t-il, et voilà. Donc ça veut dire aussi qu'à l'Académie, on fait de la politique. Oui, bien sûr. Et c'est mon inquiétude. Il fait pas bon être juif et pas non plus, et forcément, être rabbin aujourd'hui en France. Et c'est absolument désolant. C'est d'autant plus désolant, si vous voulez, que, comment dire, la possibilité est ouverte aujourd'hui, sans tomber dans la violence antisémite, de critiquer Israël, puisqu'Israël critique Israël. Je veux dire, Israël est divisé en deux, en pleine guerre. Il y a des manifestations tous les jours, à la Knesset, à Jérusalem, à Tel Aviv, contre le gouvernement Netanyahou, pour de nouvelles élections, pour la libération des otages. D'ailleurs, comme à Gaza, aujourd'hui, on voit des gens qui manifestent. Donc, voilà, on peut très bien, aujourd'hui, prendre position contre le gouvernement Netanyahou, sans pour autant criminaliser, diaboliser Israël, et accuser avec Israël tous les juifs qui ne sont pas sur les positions de Daniel Schneiderman ou de Ronnie Broman, d'être les complices d'un génocide. Gilles Boutin. Je passe à un sujet différent mais connexe en même temps. Le fait que Jordan Bardella et Marion Maréchal du RN, anciennement FN, et je vous épargne tout l'argumentaire qui accompagne dans le camp critique, c'est-à-dire qu'on remonte systématiquement... Question courte, Gilles, parce que le temps va... On remonte systématiquement aux origines du FN pour décrédibiliser le RN. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que ces deux représentants du RN soient invités par Israël? Écoutez, le Rassemblement national a rompu très clairement avec le collaborationnisme et même le révisionnisme du Front national. Je crois qu'il faut prendre acte de cette rupture et s'en féliciter. C'est-à-dire, au lieu de dire « mais non, c'est pas vrai », etc. Comme si le slogan, le mot d'ordre de l'antifascisme actuel, ce n'est pas « le fascisme ne passera pas », mais le fascisme ne trépassera pas. On a besoin de cet ennemi. Donc on le fait vivre artificiellement, premièrement. Deuxièmement, Bernard-Henri Lévy et d'autres ont protesté contre la venue de Jordan Bardella et Marion Maréchal. Et Bernard-Henri Lévy a dit, j'ai été invité à la conférence, il a écrit à Israël Herzog, j'ai été invité à tenir à faire l'introduction de cette conférence. Et je n'irai pas. Mais je n'irai pas à cause de leur présence. Je suis un peu étonné par cette attitude, parce que moi, ce qui me gêne en Israël,
c'est moins la présence de Jordan Bardella, c'est la présence de Ben Gvir et de Smotrich au gouvernement. Ce sont des fanatiques répugnants, beaucoup plus à droite et beaucoup plus racistes que ce qu'on appelle l'extrême droite en France. Voilà ce qui me gêne particulièrement. Merci beaucoup Alain Finkielkraut de nous avoir, pas du tout, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien en direct.